Mesdames et messieurs, bonsoir. Une catastrophe inexpliquée en Italie. 55 morts, 180 blessés ce matin à la gare de Bologne à la suite d'une explosion. Sous l'effet de la déflagration, les salles d'attente et le restaurant de la gare se sont littéralement écroulés. Évidemment, en ce premier samedi d'août, il y avait beaucoup de monde pour les départs en vacances, ce qui explique le nombre impressionnant de victimes. Je le rappelle, 55 morts, 180 blessés. C'est ce matin, vers 10h30, que sur près de 150 mètres, toute l'aile droite de la gare de Bologne a été complètement ravagée. Poutres et blocs de pierre se sont écroulés sur les wagons en partance. Il y a d'abord eu un énorme bang, raconte un témoin, puis de la fumée et le silence. Et nous avons vu que toute une partie de la gare s'était effondrée. Une immense verrière s'est écrasée sur un train spécial qui partait pour Bâle. Tant bien que mal, les sauveteurs ont dégagé les blessés et évacué les victimes. Le bilan provisoire s'élève donc à 55 morts et 180 blessés, dont plusieurs gravement atteints, selon la préfecture de Bologne. Pour l'instant, les causes de la catastrophe ne sont pas déterminées. L'hypothèse la plus plausible serait l'explosion d'une chaudière dans la salle d'attente des secondes classes. Plusieurs témoins auraient d'ailleurs ressenti une forte odeur de gaz avant les déflagrations. Pourtant, près de 3 heures après l'explosion, elle était revendiquée par les noyaux armés révolutionnaires, mouvement d'extrême droite, par une communication téléphonique anonyme. Rappelons qu'il y a 6 ans, presque jour pour jour, le 4 août 1974, un attentat d'extrémistes de droite avait provoqué dans le train Italicus Rome-Munich près de Bologne 12 morts et 48 blessés par explosion d'une bombe à retardement. Alors j'ajoute que le trafic ferroviaire est considérablement perturbé en Italie puisque Bologne est une plaque tournante. D'autre part, j'apprends que le pape Jean-Paul II, informé de cette catastrophe, a envoyé un message au cardinal archevêque de la ville de Bologne pour faire part de son émotion et de sa peine. Les Jeux de la 22e Olympiade sont quasi finis. Cette dernière journée d'épreuve rapporte encore 2 médailles à la France, 2 médailles d'argent, l'une pour Angelo Parisi qui n'a pas réussi en judo toute catégorie à rafler la médaille d'or qu'il avait obtenue en lourd, et puis l'autre, et c'est une surprise, pour Alain Lebas en canoë-kayak. Alain Lebas, 27 ans, qui habite Romainville en Seine-Saint-Denis et qui est fonctionnaire de police de son métier. Alors au total, la France rapporte 14 médailles, dont 6 en or, 5 en argent et 3 en bronze. Demain à Moscou, ce sera la clôture des Jeux. Comme prévu, aucun sportif français ne participera à la cérémonie. Nos athlètes quittent donc les uns après les autres la capitale soviétique. Mais auparavant, certains, comme ils l'avaient promis, ont été reçus par les autorités soviétiques afin de faire part de leurs préoccupations face aux problèmes du droit de l'homme en Union soviétique. Également, et préoccupation de voir la politique empiéter sur le domaine sportif. C'est ainsi qu'aujourd'hui, José Marajo, Véronique Gandrieux et plusieurs de leurs camarades ont rencontré M. Léonid Zamiatin, le responsable des questions internationales au Kremlin, et Vladimir Popov du comité d'organisation des Jeux. Ces athlètes viennent d'arriver à Paris, où les attend Pierre Salviac, et je pense que dans le courant de ce journal, nous pourrons les entendre. M. Popov, en tout cas, a qualifié l'entretien qu'il a eu avec les athlètes de franc et amical. Je suis d'accord, a-t-il dit, avec ce qu'ils m'ont dit, mais sauf sur un point, celui demandant la libération des personnes détenues en Union soviétique pour leurs opinions, car, a précisé M. Popov, il n'y a pas de prisonniers d'opinion dans mon pays. Fin de citation. D'autres athlètes français avaient choisi d'autres méthodes pour participer à la lutte pour les droits de l'homme. Ainsi, Jean-Michel Bello, perchiste malheureux des Jeux, nous expliquait dans Samedi et Nuit qu'il a rencontré Georges Marchais à Moscou pour lui demander d'intervenir afin de faire libérer la femme du physicien Édouard Lozansky. Vous avez vu samedi dernier dans ce journal M. Lozansky dialoguer depuis ce studio avec son épouse retenue à Moscou. Eh bien, c'est à partir de là que Jean-Michel Bello a accompli sa démarche. J'ai eu l'occasion de le rencontrer au Stade Charletti à Paris. J'ai repris contact ensuite avec lui avant de partir aux Jeux Olympiques, car devant la détresse de cet homme, j'ai senti comme une responsabilité au fond de moi-même. Je me suis juré d'essayer de faire quelque chose, et j'ai essayé de profiter de l'opportunité de la présence de Georges Marchais à Moscou, lequel je l'ai eu au téléphone. Ce dernier m'a dit que, je lui ai raconté mon histoire, il m'a dit qu'une intervention avait déjà été faite à propos d'Édouard Lozansky, qu'il allait réitérer sa demande de visa pour sa femme et qu'il nous tiendrait au courant. Voilà.
Bon, ce n'est pas une façon de mettre Georges Marchais au pied du mur. Absolument pas. En aucune façon, je mets Georges Marchais au pied du mur. J'ai éventuellement profité de l'opportunité de sa présence, c'est tout. Car je pense que Georges Marchais a peut-être plus de facilité que quiconque pour arriver à faire sortir cette femme du RSS actuellement. Voilà. Et Tabarly, alors qu'est-il devenu? Eh bien, vous le voyez, il est toujours sur son bateau, il n'y a plus de vent et son arrivée à la Trinité-sur-Mer n'est pas prévue avant demain. Tabarly, je vous le rappelle, a battu le record de la traversée de l'Atlantique à voile. On vous en a longuement parlé hier. Et puisque nous en sommes à la voile, j'en profite pour vous dire que dans le Tour de France, la 6e étape Saint-Malo-Roscoff a été remportée par le bateau Le Havre, devant Menton et La Rochelle au classement général. Brest consolide sa première place. Les grands départs, la situation s'améliore après les heures difficiles de ce matin car tout le monde a semblé vouloir partir en même temps, les vacanciers, les amateurs de week-end, les étrangers venus nous rendre visite. Total, beaucoup de bouchons, certains subsistent encore dans le sud-ouest entre Angoulême et la côte basque via Bordeaux. S'il est trop tôt pour faire le bilan, on dit déjà au centre routier de Rosny, même si cela paraît contradictoire, que les automobilistes suivent de mieux en mieux les consignes de Bison Futé. Au commandant, ce matin, la situation était très préoccupante, peut-être même par instant dramatique. Alors qu'en est-il aujourd'hui, samedi, en fin d'après-midi? Eh bien, actuellement, la situation redevient plus claire, en quelque sorte. Les bouchons se résorbent petit à petit, évidemment. Il en reste encore, mais je pense que d'ici ce soir, ils auront pratiquement disparu, malgré l'axe préférentiel des Français, qui demeure toujours sud-ouest et sud-est. Les conseils pour ce soir, demain, dimanche et lundi? Ils sont très simples, il suffit de partir assez tard dans la nuit, ne pas hésiter à prendre la route de nuit. Comme on peut le remarquer d'ailleurs à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui le font de plus en plus. Et les retours, on n'en parle pas du tout, qu'est-ce qui se passe? Les retours, c'est assez curieux parce que justement, ils sont très dilués. Je me demande ce qui se passe. Je pense d'ailleurs, et nous le pensons tous ici, que les gens ont étalé leurs vacances et sans doute rentreront au cours de la première décade du mois d'août. Bison Futé a fait du très bon travail et Bison Futé dit ceci, ne partez pas entre telle et telle période, mais il dit aussi, si vous voulez partir, voilà ce à quoi vous vous exposez durant les heures et les jours que nous vous déconseillons. Alors partant de là, avec le système des radios périphériques et autres, avec l'écoute que tout un chacun possède maintenant dans sa voiture, eh bien les gens de plus en plus écoutent les conseils de Bison Futé, pour notre plus grande satisfaction d'ailleurs. Enfin, est-ce que vous pensez tout de même que ce problème de l'étalement, non pas des vacances, parce que là il ne faut pas rêver, mais des départs va pouvoir se résoudre un jour ou l'autre? Oui, c'est certain, il faudra un gros effort de toutes les parties en présence, et je pense qu'à partir de ce moment-là, effort non seulement des gens, des employeurs, effort des employés, mais aussi effort des gens qui louent. Alors à partir de ce moment-là, on pourra arriver à faire un vaste mouvement de coordination à l'échelon national. À l'étranger, l'Égypte demande le report de la réunion d'Alexandrie sur l'autonomie palestinienne qui devait commencer demain. Report jusqu'à la remise d'un message du président Sadat au Premier ministre israélien Begin, message qui a trait au vote par la Knesset, le Parlement israélien, faisant de Jérusalem unifiée la capitale de l'État d'Israël. L'Union soviétique envoie des renforts militaires importants en Europe, dans les pays du pacte de Varsovie, et particulièrement en République démocratique allemande. L'information émane d'un document confidentiel interallié à Bruxelles. Malgré le démenti de l'agence TASS, cette nouvelle inquiète les Occidentaux qui ont l'impression d'avoir été floués lorsque récemment les Soviétiques parlaient et prêchaient pour la détente et la réduction des armements en Europe. L'analyse d'Édouard Laure. C'était le 6 octobre dernier, il y a moins d'un an. En annonçant un retrait des troupes soviétiques stationnées en Allemagne de l'Est, Léonid Brejnev avait qualifié son geste de contribution unilatérale de l'Union soviétique à la détente. En un mot, le numéro 1 soviétique semblait dire aux Occidentaux « Vous voyez, nous sommes les seuls à faire quelque chose pour la détente ». Et effectivement, Moscou a annoncé hier la fin du retrait des 20 000 hommes et de 1000 chars qui viennent donc de quitter l'Allemagne de l'Est. Mais simultanément, on a pu avoir connaissance de deux rapports. L'un des services secrets américains qui signalent l'arrivée de 10 000 hommes et de 200 chars pour renforcer les divisions soviétiques stationnées en Tchécoslovaquie et en Pologne. L'autre, cette fois, un rapport qui arrive de Bruxelles, des milieux de l'OTAN, annonçant l'arrivée en Allemagne de l'Est de 990 nouveaux tanks soviétiques et le renforcement du matériel des 14 divisions qui y sont installées. Tous les experts ont en fait constaté que les chars qui ont quitté l'Allemagne de l'Est étaient de vieux T-62 remplacés par des engins beaucoup plus modernes, les T-72. Alors, sans chercher
à juger ce que le mot détente signifie pour les dirigeants soviétiques, on peut tout de même constater que Moscou se livre à un double jeu. On enlève ici ou là avec un grand renfort de publicité, mais on renforce ailleurs dans le plus grand secret. Nous avons nous-mêmes vécu cette tactique il y a moins d'un mois en Afghanistan, à Kaboul, en voyant arriver sur place du matériel beaucoup plus adapté à la guérilla, alors que les soviétiques, toujours en signe de détente, avaient annoncé le départ de 10 000 hommes du territoire afghan. Que l'on ait attribué cette étrange conception de la détente au fait que l'Union soviétique entendait ne pas voir complètement s'écrouler leurs Jeux olympiques, c'est une possibilité. Mais dans quelques heures, ces mêmes Jeux olympiques seront terminés. Et il n'est pas impossible que les Occidentaux demandent alors à Moscou quelques explications sur leur conception de la détente. Et pas de détente non plus en Afghanistan, où l'on annonce des bombardements soviétiques dans la province de Ghazni, dans l'est du pays. Ces violentes attaques ont pour but de réduire une mutinerie qui se propage au sein d'unités afghanes. Et puis on a appris aussi ce matin qu'un général soviétique avait été tué à Kaboul dans un attentat. Ce général coordonnait le travail d'espionnage à la frontière du Pakistan et de l'Afghanistan. Je vous parlais tout à l'heure du retour de Marajo à Orly venant de Moscou. Eh bien, le voici, nous sommes en direct avec Orly et Pierre Salviac. Oui, une équipe de France qui vient d'arriver à Orly, José Marajo et toute l'équipe de France, a commencé par Joseph Aram, qui est le porte-parole d'ailleurs du groupe José Marajo, si vous me permettez de l'appeler ainsi. Joseph Aram qui vient de lire un communiqué et qui va pouvoir commenter ce communiqué. Première question, Joseph Aram, impression de votre entretien ce matin avec M. Popov? L'ambiance de l'entretien a été très bonne. Nous avons pu poser les questions que nous voulions et nous avons obtenu des réponses. Alors vous précisez par exemple quel genre de questions, puisqu'il apparaît que dans cet entretien et dans le communiqué que vous venez de lire, il n'a pas été question par exemple de l'Afghanistan. Pourquoi? Ça ne vous intéresse pas? C'est pas que ça ne nous intéresse pas, nous ne sommes pas venus aux Jeux Olympiques pour parler de l'Afghanistan, nous sommes tout d'abord venus pour participer à une Olympiade. Bon, il est dommage que certains athlètes ou certains pays n'aient pu envoyer certains athlètes n'aient pu se rendre aux Jeux Olympiques, mais nous sommes venus tout d'abord parler de la défense des droits de l'homme et de la liberté d'opinion et de penser, simplement. Il apparaît que vous n'avez pas cité de nom particulier, vous ne vous êtes pas attaché à la personnalité d'un dissident plus que d'un autre? Non, c'est tout d'abord, ce sont eux qui nous ont cité des dissidents et nous ont cité le nom de Sakharov en nous proposant simplement de lui envoyer même des cartes postales. Il se chargerait même de les faire parvenir. Et cela vous satisfait? Il n'y a pas que ça, nous ne sommes pas venus que pour parler de Sakharov, ou nous avons posé d'autres questions. Je l'ai lu dans le communiqué tout à l'heure, vous n'aviez qu'à le filmer. Oui, mais c'était particulièrement intéressant. Mais il reste qu'une déclaration sans suite. C'est pas tout à fait ce qu'attendent peut-être une partie des Français? Une partie des Français, vous savez, nous sommes aussi qu'une petite minorité, nous sommes des sportifs, nous sommes peut-être l'élite, nous voyageons, nous faisons ce que nous pouvons. Nous avions pensé dans notre conscience que en URSS, il se passait quelque chose, nous avons essayé de le dire. Bon, je pense que certaines personnes l'ont entendu et que ça sera reporté dans tout le pays et que dans d'autres pays, parce que tout ce que nous avons dit en URSS est valable aussi pour d'autres pays. Bien sûr. Votre déclaration n'a pas été très bien accueillie. Évidemment, si vous avez eu des médailles, quelle ça aurait eu plus de poids. N'a pas été très bien accueillie? Par les journalistes ce matin, je me suis laissé dire même que vous aviez été insulté, c'est vrai? On a été insulté parce que nous ne pensions pas faire une conférence de presse dès le matin parce qu'on était pressé par le temps pour rentrer à Paris, simplement. Bien, autrement dit, vous êtes... Bien voilà, Joseph Aram, donc de retour de Moscou, interrogé par Pierre Salviac en direct d'Orly. Un signal d'alarme déclenché la semaine dernière par deux événements. Un signal d'alarme pas très agréable à entendre parce qu'il se nomme racisme. Le premier événement, c'était il y a une semaine à Anvers, en Belgique. Un attentat contre des enfants juifs a coûté la vie à un jeune Parisien, on vous l'a dit. L'autre a pour cadre la rue des Rosiers, hier matin à Paris. Un jeune infirme juif a été gravement matraqué et blessé par 7 hommes armés parce qu'il avait pris la défense d'un vieil homme musulman. Et comme ce n'est pas le premier incident de ce genre dans ce quartier où vit une communauté israélite importante, on s'inquiète beaucoup. C'est vraiment très très grave, parce que je me sens moi-même concernée. Ma famille a quand même assez souffert d'antisémitisme, de racisme, et je me sens vraiment profondément concernée. Et vous êtes née pourtant en France et vous... Je suis née en France, mais de parents polonais, rescapés de l'Holocauste, et... Bon... Dans la mesure où vous êtes né en France, est-ce que vous pouviez penser il y a quelques années que cet antisémitisme pouvait un jour renaître pour des raisons tout à fait obscures? Je l'ai toujours pensé.
enfin, aussi loin que mes souvenirs m'habitent, oui, je l'ai toujours pensé. Est-ce que vous sentez qu'il y a une recrudescence ou non, par rapport à ce que vous avez vécu il y a quelques années? Par rapport à ce que j'ai vécu il y a quelques années, j'ai l'impression que oui, probablement parce que je suis plus consciente des problèmes. En vieillissant, on est toujours plus conscient des problèmes. Vous vivez dans ce quartier, comment réagissent les jeunes juifs autour de vous? Aujourd'hui, un juif se défend, c'est pas comme au moment de la guerre. Et vous ne pensez pas on acceptait plus ou moins son sort parce qu'on était entre guillemets tolérés, alors qu'aujourd'hui, bon, on fait quand même partie intégrante de la société française. Vous êtes inquiète? Ça dépend. Il y a des jours où on aimerait se dire que ce genre d'acte est vraiment isolé, qu'il ne signifie pas grand-chose. Mais il y a des moments où on s'inquiète un peu parce qu'on se demande si ça ne va pas aller en s'amplifiant. Jean-François Kahn, pour reprendre l'expression de cette femme, acte isolé ou au contraire c'est beaucoup plus grave selon vous? Mais il faut, dans ce genre d'affaires, se garder, je crois, de deux tendances également dangereuses. La tendance à exagérer, à dramatiser, mais aussi la tendance à minimiser. Car nous nous trouvons actuellement en France devant un certain nombre de phénomènes nouveaux et qui sont en effet assez inquiétants. Lesquels? D'abord, je dirais une globalisation du racisme. Jusqu'à présent, en France, le racisme était spécifiquement anti-arabe et anti-noir. Il n'en était pas moins condamnable. Mais disons qu'on n'osait pas être antisémite parce que les souvenirs des horreurs de la guerre étaient encore très proches. Or, il semble que maintenant on ose. Plus les souvenirs des horreurs du nazisme s'éloignent, plus on ose être anti-noir, anti-algérien, anti-arabe et aussi antisémite et n'importe quoi d'autre, pourquoi pas. Là, voilà le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est que sont apparus ces derniers temps des commandos qui attaquent des gens au faciès, c'est-à-dire qui se sont mis à attaquer des gens simplement parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont arabes ou parce qu'ils sont juifs, et qui les ont attaqués avec sauvagerie, avec sadisme, au point de les laisser presque comme morts dans la rue. Ça, c'est le deuxième phénomène. Le troisième phénomène, c'est l'apparition de groupuscules, il ne faut pas dire d'extrême droite, car l'extrême droite en démocratie, on a tout à fait le droit d'être d'extrême droite comme on a le droit d'être d'extrême gauche, ce n'est pas condamnable. De groupes ouvertement néo-nazis, c'est-à-dire de groupes qui se disent franchement fascistes, de groupes qui exhibent des croix gammées, de groupes qui se réclament, mais franchement, de la morale des Waffen-SS, et ça, c'est tout à fait nouveau en France. Alors ces trois phénomènes, si vous voulez, je crois qu'il faut, et je le répète parce que ça me semble important, il faut ni en exagérer l'ampleur, comme le font parfois certaines organisations juives, mais on les comprend, ni en minimiser le danger et l'importance, comme a tendance parfois à le faire la police, car vous savez, on a déjà vu dans l'histoire des drames terribles commencer simplement par l'action de quelques groupuscules. J'apprends à l'instant le nouveau bilan de l'explosion de Bologne dont nous vous parlions en tête de ce journal. L'explosion de Bologne a fait 76 morts selon un nouveau bilan officiel. Selon le commandant de la police municipale de Bologne, ce bilan provisoire devrait encore s'aggraver dans les heures prochaines, plusieurs blessés se trouvant toujours dans un état désespéré. Et j'ajoute qu'on ne sait toujours rien de précis quant à l'origine de cette explosion, mais qui n'est pas un attentat visiblement. Tout à fait autre chose, la carte d'identité informatisée, c'est maintenant certain, fera son apparition à partir du mois de novembre. Vous pourrez l'obtenir si vous faites renouveler votre carte actuelle ou si vous faites une première demande de carte d'identité. Comment serez-vous habillés cet automne, mesdames? La question est posée chaque année à cette saison. Les collections battent leur plein, collections de haute couture, celles qu'on exporte aussi à l'étranger. C'est pourquoi de nombreux confrères étrangers sont venus voir ce qui se fait à Paris. Martine Laroche-Joubert a donc suivi les collections en compagnie de Ibi Dorsey du Herald Tribune. Ibi Dorsey, collectionneuse de collections, part ce matin-là faire l'ouverture, accompagnée de Charlie, son photographe à l'affût. Okay. So today start Balmain, Cardin, Scherer and Dior. Un défilé chez Balmain, première embuscade pour la plume et le regard acéré des baies. Reine de ce monde de chiffon, pour elle la meilleure chaise, pour elle les révérences des couturiers, même celle de Balmain, qui, murmure-t-on ici, n'habille pas moins d'une demi-douzaine de têtes couronnées. Brodé
comme ça qui sont entièrement écailles à base des Vous avez fait davantage de d'écailles. tissurettes, Pierre Non, c'est à peu près égal. Oui. Ça, c'est du renard en cygne. Dans ce monde à l'envers où les célébrités et les stars se tiennent au parterre, Hébé remplit sa gibecière d'échos et d'informations. Placée à côté de Pat Lawford, la sœur de Kennedy, elle recueille une information de première main. Oui, Edward maintiendra sa candidature à la présidence des États-Unis. La longueur des ourlets l'intéresse moins finalement qu'une certaine atmosphère. Félicitations, félicitations. La plus jolie. C'est très beau. Hein. Les Jeux olympiques n'ont pas de... Qu'est-ce que vous ressentez quand vous écrivez un article sur la mode comme ça? Parce qu'après tout, d'un mot, vous pouvez assassiner un couturier. Je ne veux assassiner personne, surtout. Je veux surtout faire un article qui soit intéressant et qu'on lise sans problème. D'un côté, c'est pas important parce qu'il n'y a que 1500 femmes au monde qui peuvent s'habiller en couture. Et d'un autre côté, c'est très important parce qu'à travers leur licence, ils habillent encore des millions de gens. Vous voyez? Donc alors, si vous critiquez une collection quand même, alors ça peut avoir des conséquences justement sur ce problème de licence. Oui, évidemment. Oui, mais ça, c'est pas vraiment mon problème, c'est leur problème. Parce que je ne crois pas que la presse puisse dire quoi que ce soit. Si les gens ont du talent, ils en ont, et puis c'est tout. C'est le problème des couturiers, car ces défilés de mode sont entre autres une vaste opération publicitaire pour maintenir l'éclat de leur nom, qu'ils menaient affichés sur des foulards, des bagages, du prêt-à-porter et toutes sortes de produits. Et l'on comprend mieux les attentions dont est entourée Hébé d'Orsay, dont les chroniques sont lues dans le monde entier. Elle s'en défend, mais elle a la dent dure. Et cette année, elle a intitulé son article sur Dior « Un bâillement ». On devine aussi l'angoisse de Pierre Cardin, qui lui a vendu 551 fois son nom. Un petit chapeau là, ça rien. Voilà le passez vite là, vite. Non, pas ça là, attendez, vite, passe-toi vite. Et puis, un pèlerinage. Nous nous plaçons à l'endroit exact où Mademoiselle Chanel surveillait sans être vue le défilé et les spectateurs. Coco Chanel qui, elle, n'avait pas peur de voir ses idées descendre dans la rue. Ce que je crains, c'est qu'au fur et à mesure que les femmes, dont on m'a dit il n'y a que 1500 qui s'habillent dans le monde, vont disparaître. Bon, alors il n'y aura plus besoin de faire 3 fois des essayages et tout ça. Donc ce côté qui avait encore une toute petite base réelle va partir. Et à ce moment-là, évidemment, on ne pourra plus dire que ce sera de la couture. Ce sera plutôt des idées, comme dit Cardin, un laboratoire d'idées qui s'appliqueront après à être diffusées pour un grand nombre de femmes. Pendant les collections, un rite, le Ritz, aussi classique que la robe de mariée. Oui, ça vient, vous venez. On vient déjeuner ensemble. Dîner au déjeuner. Dîner en tête-à-tête. Ok, je vous laisse voir vos amis. L'enfant chéri des chroniqueuses, Yves Saint-Laurent. Peur avant une collection? Ah oui, très. Et même après.
si on n'est pas encouragé, autant l'abandonner parce que c'est beaucoup trop difficile et beaucoup trop hors d'époque, n'est-ce pas? Alors c'est une espèce de mécénat. Donc si la haute couture, si une collection est très critiquée par exemple, si j'en avais 2 ou 3 coup sur coup, c'est fini, j'abandonnerais. Mauvais papier contre beau chiffon, un match qui durera même si personne n'a plus les moyens de s'offrir ses robes laboratoires, car la rue volera toujours leur esprit. Deauville, capitale des amoureux du cheval, en ce mois d'août, non seulement à cause des tiercés qui se dérouleront dans la ville normande chaque dimanche, mais aussi parce que Deauville verra bien d'autres événements où le cheval sera roi. Pierrette Bresse. Les chevaux de course ont eux aussi besoin de changement d'air et de vacances. Le meeting de Deauville qui vient de commencer leur donnera l'occasion de profiter des bains de mer bénéfiques à leurs jambes si fragiles. Deauville en août, c'est le mois capital des courses. Dans cette immense salle des ventes qui attire chaque année les acheteurs du monde entier, des véritables fortunes changent de main pour l'acquisition de yearlings au pédigré prestigieux. Les propriétaires japonais, saoudiens ou américains n'hésitent pas à offrir des centaines de millions pour des produits mâles ou femelles nés du célèbre Liffard par exemple, l'un de nos meilleurs étalons. Tous les jours, des courses plates ou à obstacles se déroulent sur les hippodromes de la Touques ou de Clairefontaine, qui servent aussi le matin de piste d'entraînement. Dimanche, premier tiercé de la côte normande, dans le prix des Chaînettes, une course à handicap pour chevaux âgés de 3 ans et qui se courra sur 2000 mètres. Les entraîneurs réservent et préparent tout spécialement certains poulains et pouliches pour Deauville. À nous de découvrir ceux qui ont particulièrement visé cette course. Roll of Power sera la base de mon tiercé. Il vient de participer à l'arrivée de 2 récentes courses. Et malgré son poids élevé, 56 kg, il pourrait bien gagner ce tiercé. Don Menotti ne devrait pas vous décevoir. La piste de Deauville lui convient tout à fait. Sarad est un poulain très nerveux. Si son jockey arrive à le calmer avant le sprint final, il a toutes ses chances. Poulain tardif, Lord Dudley commence seulement à montrer ce dont il est capable. Il est conseillé de le suivre. Shaky Hand a fait de gros progrès. De plus, son poids est avantageux, 46 kg. L'Indésirable et Aquinoa seront mes outsiders. Mais je terminerai ma sélection avec Beau Château. Et ces chevaux porteront les numéros 2, 6, 11, 8, 19, 17, 3 et 16. Voilà, c'est noté. Je crois que je ne me tromperai pas en vous précisant que vous avez été plusieurs millions à dire en même temps et à longueur de journée « Qu'est-ce qui fait chaud ?» 36 degrés à Clermont-Ferrand, 33 à Marseille, 32 à Strasbourg, Dijon et Lyon, 31 à Paris, Nancy et Tours, 28 seulement à Cannes et Nice et 22 à Cherbourg. Et pour demain, eh bien pour demain ce sera à peu près la même chose, sauf dans l'ouest où il fera un peu moins chaud. Pour le reste, une zone nuageuse, avec parfois des ondées orageuses, sera située le matin de la Normandie aux Landes. Elle gagnera en soirée les régions qui vont des Ardennes et des Vosges, au Massif central et aux Pyrénées. À l'avant de cette zone, le temps sera donc lourd et chaud, comme aujourd'hui. Ce journal est terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée à l'écoute d'Antenne 2 dans une pièce climatisée de préférence, en attendant le dernier journal qui aura lieu à 0h25 et qui vous sera présenté par Pierre Alain. Je vous retrouve demain à 12h45. Bonsoir.